Bonjour, bienvenue dans l'interview capsule d'aujourd'hui. On a vraiment pour objectif dans ces interviews capsules de créer de la valeur pour vous et on vous souhaite que ce soit vraiment le cas. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la finance, anticipée, pilotée, sécurisée. On a le plaisir d'accueillir 3 experts et on est ravis de les accueillir. Donc Geneviève Blanc, Frédéric Planche et Alain Pinchina. Je vais vous laisser vous présenter. Alain, si vous voulez bien commencer. Merci Géraldine. Je suis donc Alain Pinchina, je suis entrepreneur. Je co-dirige une très vieille entreprise familiale qui, c'est peut-être un paradoxe dans le monde des startups et dans une entreprise, dans un secteur extrêmement mature qui est celui du bâtiment. Mon métier premier est de construire des logements. Donc, a priori, ce n'est pas très moderne et c'est très traditionnel. Mais j'aimerais effectivement symboliser le fait qu'il y a une complémentarité terrible entre les entreprises matures et cette nouvelle économie que l'on voit naître devant nous. Et cette complémentarité, le mot est vraiment exact, en ce sens que moi, ma démarche première était de ne pas me bunkériser dans une entreprise familiale, mais d'être ouvert vers les autres et vers les autres activités. Et je crois qu'on sous-estime, en tout cas chez les entrepreneurs d'entreprises matures et assises, tout ce que peut apporter ce souffle nouveau que nous apportent les startups. Je crois que vraiment, il faut bien comprendre qu'il y a un échange complet et que lorsque les mentors que nous sommes auprès des startups pour les donner des conseils, il y a des retours qui sont même pour nous formidables. C'est ce qui m'anime. Merci Alain. Frédéric, peut-être vous présenter? Oui, bonjour, je suis donc Frédéric Planche, je suis responsable de la filière innovation Nextinov pour la Banque Populaire du Sud. Et après avoir créé l'agence Sud Innovation sur Montpellier, aujourd'hui j'irrigue un peu tout le territoire de l'Occitanie-Est en matière de financement et d'accompagnement des startups sur le bassin d'Alès, Nîmes, Perpignan, Béziers. Donc ça nous fait une volumétrie d'à peu près 400 entreprises. Et nous avons injecté un peu plus de 75 millions d'euros sur 5 ans sur ces entreprises de toute taille, de l'amorçage jusqu'à la levée de fonds, en passant par l'étape ultime qui peut être la cession ou l'adossement industriel ou l'introduction en bourse que connaît et pratique Geneviève. Geneviève ? Bonjour, je suis Geneviève Blanc, je suis directeur d'investissement chez IRDI Capital Investissement. Leader régional du capital investissement sur le Grand Sud-Ouest. On intervient de Nîmes à Bordeaux. Des interventions sous forme de prise de participation au capital dans des entreprises qui vont de la très très jeune entreprise jusqu'à l'entreprise très mature. Donc on finance à la fois de l'amorçage, du capital création, du développement et du capital transmission. On fait une trentaine de dossiers par an et on investit environ 30 à 40 millions par an dans les entreprises de cette zone géographique. Donc moi, je suis plus spécialisée dans la partie innovation, donc amorçage et première création jusqu'à la série A et B d'entreprises innovantes, technologiques et avec un fort potentiel de développement. Voilà. On les accompagne de la jeunesse jusqu'à la transmission la plupart du temps. Merci. Je voudrais présenter et remercier aussi les gens qu'on ne voit pas, c'est-à-dire notre fidèle Caprod qui va nous réussir une belle vidéo. Et puis pour ma part, je suis responsable des programmes d'accélération chez Open Tourism Lab. Et pour le reste, je vous invite à voir mon LinkedIn. On va passer à la première question. Je vous laisse choisir qui répond. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une start-up est une pépite ? Alors une pépite potentielle, puisque quand on intervient et quand on les étudie, en général, elles sont en devenir. Et nos critères de sélection sont très très souvent liés à l'équipe, qui représente 70% du potentiel de la start-up. Et en second lieu, la capacité d'innovation, évidemment, et la capacité du marché sur lequel elle s'adresse. Voilà, c'est les principaux critères. Mais vraiment, le critère, c'est la capacité de l'équipe à mener le projet. Alors, je pourrais peut-être répondre aussi, parce que ma réponse n'est pas tout à fait la même que celle de Geneviève. Toi, tu t'associes pas avec eux. Voilà, non, je m'associe pas. Mais deux, pour moi, une pépite n'est pas forcément une entreprise qui va avoir une croissance fulgurante. C'est une entreprise qui est en capacité de rembourser mes financements, mes prêts.
Et ça peut se faire au long cours sur plusieurs années. C'est-à-dire que souvent, on a vu des startups qui sont parties comme des entreprises qui allaient faire des fortes croissances, mais qui ont muté, qui sont devenues peut-être des PME régionales à faire 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des niveaux de rentabilité tout à fait intéressants, des niveaux de trésorerie, de l'embauche, ils construisent leur local immobilier. Et pour moi, ces entreprises, au niveau de la banque, elles ne présentent que peu de risques. Je n'ai pas de problème de liquidité, je n'ai pas de problème de sortie, j'ai simplement un problème qui rembourse mes financements. Et à ce titre-là, une entreprise, une start-up qui ne devient pas une pépite, mais qui devient une PME, pour moi, est une pépite. Voilà, c'est un peu la différence. Moi, au mot pépite, je préfère le mot graine. D'abord parce qu'il n'y a pas que de l'argent dans la vie, il y a d'autres choses importantes. Et une graine, c'est très important. Il peut y avoir la mauvaise graine ou la bonne graine. Dans tous les cas, notre rôle, effectivement, est de détecter la graine qui sera entretenue, choyée, qui se développe par elle-même, mais c'est son environnement qui va le favoriser. Sans revenir au récit biblique où on peut semer de bonnes graines dans des chemins terreux. Mais je crois que c'est important de... le mot pépite, moi, me gêne parce que je pense que ce n'est pas le ressort premier ni des entrepreneurs, ni de ceux qui investissent dedans. Je crois que l'idée de dire qu'on investit dans les startups parce que ça va être le jackpot et que je crois que ce n'est pas l'esprit que nous devons développer, en tous les cas au sein d'un accélérateur comme le nôtre. Je crois que nous sommes là au profit du développement économique d'une zone, d'un pays, au travers d'entrepreneurs individuels qui ont en eux une capacité de créer de la richesse certes pour eux, mais aussi pour tout leur territoire. Merci Alain. Si je peux rebondir, les plus belles exits qu'on ait fait, les plus belles sorties, ne se sont pas faites dans les 5 ans après la création de l'entreprise. Il y a un stade de maturité. Voilà, pépite ne veut pas dire accélération, croissance rapide. C'est capacité à croître et à devenir quelque chose d'important sur le territoire. Mais il faut être complètement lucide. Une start-up, pour atteindre un certain stade, il lui faut 7 ans, 10 ans, 12 ans. Moi, j'en ai une là où on va faire une très belle sortie et j'y suis depuis 2002. Donc, on fait du capital patient aussi. C'est très important. Mais voilà, c'est très, très, très rare qu'une entreprise passe de 0 à 100 millions en 5 ans. C'est pas possible. Si, c'est possible. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est surtout sur nos écosystèmes régionaux. On n'est pas à la mesure de la dimension de la région parisienne où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de propension à la croissance. Ici, sur nos territoires, nous cherchons avant toute chose à accompagner l'innovation pour renforcer notre tissu de PME, d'entreprises dites traditionnelles. Aujourd'hui, comme vous le dites, M. Pinchina, les entreprises de demain ne sont pas forcément celles d'hier. Et dans une banque comme la mienne, la Banque Populaire du Sud, nous avons pris conscience que le portefeuille, nos clients PME dits traditionnels, ce portefeuille était fragilisé si on ne continuait à s'intéresser qu'à ce type de clientèle, parce qu'il y a des regroupements, il y a des cessions, il y a des transmissions. Et les nouvelles entreprises, les nouvelles PME sont issues de l'innovation. Ça, pas forcément des entreprises qui seront cotées en bourse, pas forcément des entreprises qui deviendront leaders mondiales. D'ailleurs, c'est pas du tout ce que nous recherchons. Nous recherchons l'animation, le financement d'un tissu régional. On a évoqué avec Geneviève, qui est une pure financière, un facteur clé de succès qui était l'humain. Donc j'invite vraiment les gens qui nous regardent à peser ce terme-là, parce que c'est vraiment les hommes qui font l'entreprise au départ. On a évoqué une graine. Alors pour reprendre une métaphore biblique, on va parler de graines de moutarde. On vous souhaite à tous de devenir comme la moutarde. Et on peut peut-être aborder un autre facteur clé de succès, si vous voulez bien. Je vous en laisse le choix parce qu'il y en a de nombreux. Peut-être aussi une précision sur l'idée de graine, parce que qui dit graine dit plante. Et plante aussi, il faut nuancer. Une plante a besoin d'un tuteur. Et c'est pas tout ce qu'il faut. Non, mais c'est pas aussi ce que l'on doit présenter obligatoirement pour un start-up. Il faut les guider. Parce que qui dit tuteur dit aussi non-maîtrise. Le chef d'entreprise à start-up est quand même le chef à bord. Alors qu'une graine qui donne une plante, quand elle a un tuteur, le tuteur la guide. Là, c'est pas tout à fait ça. C'est une plante. C'est ça. C'est de l'humain, effectivement. C'est pas du végétal. Mais je trouve qu'il y a une nuance très importante et que les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent se disent, certes, c'est vrai que nous sommes un accélérateur, donc nous sommes un environnement pour favoriser la croissance de la plante.
on emploie maintenant plus le mot de mentorat que de tutorat. Le tutorat, pour moi, est assez réducteur. Le tutorat a pour but que le tutoré devienne à l'image du tuteur, ce qui n'est pas tout à fait ça. Chaque start-up a sa personnalité, comme le disait Geneviève, effectivement, c'est l'équipe qui est très importante, donc elle a en elle son propre moteur, et notre rôle, c'est de lui créer autour un environnement, de la guider. Quand on sent que la plante va dans une mauvaise direction, il faut lui expliquer pourquoi elle va dans une mauvaise direction, pourquoi il vaut mieux un autre cap. Donc c'est l'idée de la plante, mais sans la rigidité du tuteur fixe qui enchaîne la start-up. Oui, dans la façon d'accompagner, en fait, absolument. On est tous dans une façon avec une posture pour accompagner vers le succès une entreprise. Et la posture, peut-être vous pouvez nous partager, c'est une posture qui ne doit pas être effectivement... elle doit être à minima égalitaire, mais le chef d'entreprise reste le chef d'entreprise. Est-ce que vous auriez des retours d'expérience? Je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. On est des purs financiers, certes, mais aussi on est des accompagnateurs de l'entreprise. On est là pour leur apporter l'argent qui leur est nécessaire, mais aussi pour leur apporter notre réseau, le conseil. Et pour rester dans l'agro, on essaie... Alors, on a la chance d'avoir un fonds qui est quand même assez ancien, d'avoir 200 entreprises en portefeuille, d'en avoir financé plus de 1000 depuis la création. Et on travaille la cross-fertilisation entre nos entreprises traditionnelles qu'on a trouvées, nous, vers Toulouse, parce qu'on a fusionné il y a 2 ans. Il y a 4 ans, pardon, on n'avait pas cette culture industrielle en Languedoc-Roussillon, on l'a trouvé en Midi-Pyrénées, on l'a trouvé en Nouvelle-Aquitaine, et le fait d'être sur ces zones géographiques élargies, on a évidemment un réseau d'entrepreneurs actuels, anciens, élargi, et on essaie, dès que c'est possible, d'en faire profiter nos startups. Ce que tu disais tout à l'heure à Paris, où il y a un terreau qu'on n'a pas ici, on essaie de le cultiver sur une grande zone sud-ouest, et c'est très important parce que la chose la plus difficile pour une start-up, c'est d'avoir son premier client, d'avoir ses premières applications, d'avoir sa première preuve de concept commercial. Et c'est là qu'il faut que tous, on se mette autour de la table pour les aider à concrétiser ces premières preuves de marché. Oui, enfin pour nous, la référence au potager, aux plantes, alors me parle. Moi, je suis un amateur de permaculture, donc la culture des plantes apprend la patience, apprend à dire qu'on ne peut pas tirer sur les plantes pour les faire pousser. Elles vont à leur rythme. Mais par contre, le terreau dans lequel on a planté la graine, donc l'écosystème, donc l'innosystème, entre guillemets, est d'une importance capitale. Alors au-delà de l'équipe, effectivement, il y a souvent cet environnement, un environnement bienveillant, un environnement croisé, un environnement qu'on peut retrouver sur ce territoire, en fait. C'est-à-dire que moi qui sillonne les écosystèmes nationaux, que ce soit à Lyon, à Paris, à Rennes, et je trouve sur l'écosystème régional, Nîmes, Montpellier, les bassins d'Alès, Béziers ou Sète ou Perpignan, des gens qui sont, bienveillants, mais qui lâchent pas. Et on trouve sur nos territoires toutes les compétences nécessaires à pouvoir monter son projet, l'accompagner, le créer, le développer et dépasser nos frontières. À l'heure du digital, qu'on soit à Nîmes, à Montpellier, aujourd'hui à Bordeaux ou à Nantes, aujourd'hui c'est plutôt la qualité de l'écosystème qui va faire que les entreprises vont pouvoir se développer dans une échelle temps et dans une échelle d'humanité qu'on peut développer ici sur ce territoire. Donc voilà, c'était la première chose. Et vite fait, une petite chose aussi importante sur le chef d'entreprise, sur l'équipe, c'est la capacité du dirigeant à pivoter, c'est-à-dire l'intelligence. Et c'est cette double compétence qu'il a d'être obstiné, mais cette compétence aussi de pouvoir écouter ce qui se fait autour et déléguer à d'autres des choses qu'il ne maîtrise pas. Et ça, cette intelligence de la résilience, de la délégation et aussi cette obstination c'est une qualité qui est rare parce qu'elles sont un peu antinomiques. Et c'est ce qui fait souvent réussir les projets. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le financier, c'est important, mais
le dirigeant ou les êtres humains qui animent ces équipes et leurs compétences propres intrinsèques sont très importantes. Donc encore quelque chose de très intéressant, merci Frédéric. Vous avez donc un banquier commercial, Banque Populaire du Sud, qui vous explique que si vous pivotez parce que le premier modèle de revenu n'est pas le bon, c'est pas grave. Et on n'a pas fait les facteurs clés de succès des startups, on vient de faire les facteurs clés de succès des dispositifs d'accompagnement et de la posture des gens qui accompagnent. Et c'est vrai que ça peut créer beaucoup de valeur ou ça peut vous limiter. Donc dire stop à un modèle de revenu parce qu'on voit que vous allez dans le mur, merci beaucoup, parce que c'est rare d'entendre ça. C'est un rêve, c'est dégonfler la bulle un petit peu. Est-ce qu'on peut aussi regarder dans la succession de vos interventions dans vos rôles respectifs, comment on couvre en fait le début de la start-up jusque quand il devient ce qu'on appelle une scale-up, c'est-à-dire qu'il a réussi à passer à l'échelle, scale, et donc à grandir. Donc il y a investisseur, il y a banquier bas de bilan, banquier haut de bilan. Mais c'est la transition entre deux mots, un qu'a prononcé plusieurs fois Frédéric, parce qu'il est très vrai, c'est celui de la bienveillance, oui. Et on passe de la bienveillance à la confiance. C'est deux notions différentes qui se superposent. Il faut être en confiance et avoir de la bienveillance. Enfin, ces deux mots résonnent entre eux. Et comme on va parler finance, je pense que c'est le mot confiance qui va s'imposer très vite, à la fois du banquier et des investisseurs qui accompagnent la start-up pour lui donner les moyens en fonds propres pour réaliser leur projet. Vous en conviendrez, il faut avoir confiance quand même quand des fois on aligne des pertes successivement pendant des années. Oui. Et qu'on finance quand même. Et qu'on continue à accompagner. Oui. Mais c'est pas grave de perdre de l'argent. Mais oui, je sais. Ça veut dire qu'on investit. Une entreprise qui ronronne, qui sort ses 3-4% d'EBITDA, à un moment donné, ça va s'arrêter. Celui qui en perd beaucoup parce qu'il va investir, et on plaisante en disant on fait des multiples de pertes. C'est vrai et pas vrai. Mais ça veut dire que la boîte, elle a quand même capitalisé, qu'elle a investi en recherche et développement. Évidemment, c'est pas rentable. Mais le but, c'est quand même d'arriver à faire une entreprise rentable et très rentable. Et après, ça va très vite. Par contre, les sauts vont, je pense, beaucoup plus vite. Après, je veux dire, il faut aligner le cash burn de l'entreprise par rapport à ses besoins réels. Ce que je sensibilisais les porteurs de projets ici tout à l'heure, leur dire attention à votre cash burn, attention où vous mettez votre argent. Soyez frugaux, soyez intelligents dans la capacité à maîtriser vos charges par rapport à l'investissement dans lequel vous voulez aller. Je vais peut-être préciser, cash burn, c'est le nombre de semaines ou de mois de trésorerie que vous avez devant vous par rapport à vos coûts. Enfin, pas tout à fait non, c'est pas ça. C'est l'argent qu'on brûle tous les mois. Voilà. C'est en semaine. Le cash burn, c'est l'argent qu'un chef d'entreprise dépense quand il rentre le matin, il rentre dans son bureau. C'est-à-dire, il allume la lumière, il doit payer son loyer, il a l'assurance de sa bagnole, il a ses abonnements téléphoniques. C'est salarié. Ça, c'est salarié à payer. Ça, c'est le cash burn. Ce sont des charges fixes et des charges variables qui sont en lien à la montée en puissance de son entreprise. Donc, tous les jours, il brûle de l'argent. Et bien souvent, il n'a pas de chiffre d'affaires ou de rentabilité adossée à ça. On appelle ça le cash burn. Et c'est pour ça que nous, banquiers de l'innovation, nous travaillons d'abord sur la trésorerie, d'abord sur la capacité des actionnaires à mettre de l'argent au pot, à mobiliser tous les outils de financement que sont les subventions, les mobilisations de crédits impôt recherche, etc., pour mettre en face de ce cash burn les ressources qui vont bien pour pérenniser l'entreprise. Voilà, le driver financier d'une start-up, c'est la trésorerie. On peut parler de compte de résultats, de machin. C'est sa trésor jusqu'à quand il tient, jusqu'à avoir un cash zéro. Voilà. Et ça, c'est toujours ce qu'il faut avoir en tête, parce que quand on a un cash zéro à l'instant T, il faut être parti quasiment 12 mois avant pour trouver les sources de financement pour le couvrir. Donc le temps est long et court. Donc il faut s'y préparer. Et donc il faut toujours avoir ce cash zéro en ligne de mire. Et dès qu'on sait qu'on va le franchir, il faut s'y préparer 5-6 mois à l'avance pour aller voir le banquier, pour aller voir les investisseurs, pour aller voir tout le monde, pour arriver à franchir le cap suivant. Effectivement, la complexité du financement de la start-up ou de l'innovation, c'est de pouvoir juxtaposer différents outils de financement dans la limite de la stratégie du chef d'entreprise. C'est-à-dire, il va bénéficier de toute une série d'aides, mais qui ne vont pas durer. Il va bénéficier de subventions et de financements en crédit impôt recherche qui ne vont pas durer aussi. Il va bénéficier d'un financement bancaire, mais ce dernier, il faut le rembourser. Donc, il faut de la trésorerie. Il peut bénéficier
d'un financement à l'aide d'une dilution, c'est-à-dire d'une rentrée d'actionnaires au sein de son actionnariat. Mais là aussi, la stratégie du dirigeant, elle est très très fine, de dire quels outils j'utilise tout au long de la croissance de mon entreprise, du développement de mon projet, pour à la fois financer mon projet, arriver très rapidement à ma preuve de concept, tout en ne me diluant pas de trop par rapport à la richesse que j'amène dans l'entreprise. Et cette finesse-là, elle est très complexe à monter, et c'est très changeant en fait. Tous les jours, vous rencontrez vos chefs d'entreprise, il peut changer de stratégie en fonction de l'avancée de son projet et de l'appétence qu'on les fait rentrer dans son capital. Donc on vient de voir, merci, un petit peu les phases. On n'a pas mentionné les business angels ou les investisseurs, ceux qui interviennent en premier. Ce sont eux qui vont diluer, c'est-à-dire vous faire lâcher un petit peu de votre capital en premier. Alain, est-ce que vous pouvez nous en dire à quel moment... Oui, ce que disait Geneviève, c'est une bonne transition entre la trésorerie et le business plan. Parce que la trésorerie, effectivement, c'est l'assurance vie de la start-up. Effectivement, sans trésorerie, et si on n'a pas anticipé le point zéro, si on n'a pas trouvé ou envisagé des ressources complémentaires pour passer ce point zéro, on meurt. Mais parallèlement à ça, il y a le BP, le business plan, qui est important, effectivement, pour attirer des investisseurs qui ont confiance, vont soutenir le projet. Donc il y a vraiment ces deux notions, à la fois la trésorerie qui est vitale, et le BP qu'il ne faut pas aussi négliger, sans délirer. Alors, parce que, donc, à notre expérience, moi d'investisseur, effectivement, aussi, puisque donc, mon entreprise familiale, et je reviens sur quelque chose qu'a dit tout à l'heure Geneviève, c'est le fait de perdre de l'argent. Il faut apprendre à perdre de l'argent. Et c'est très difficile, je vous dis d'expérience, dans une entreprise familiale, quand vous expliquez aux membres de la famille, bah oui, là, on s'est trompé, mais donc, c'est pas la mort du petit cheval, on a appris, cette perte bon, c'est vrai, elle est dans les comptes, et ça fait, il y a un gros travail de communication à faire, nous, dans nos entreprises, pour apprendre à perdre de l'argent, c'est tout un art, hein. C'est difficile. Je ne sais pas si ça va rester au montage, mais je vais peut-être pas faire rêver, mais sur 10 startups financées, on sait qu'il y en a 4 qui vont mourir. Voilà. Il y en a 3 qui vont être dans le ventre mou. C'est-à-dire qu'on fera une session plus ou moins équivalente à ce qu'on a mis. Il y en a 2 où on va faire une bonne plus-value, voilà, parfois x2. Et il y en a une sur 10, donc c'est pas beaucoup, hein, une sur 10 qui va rattraper les pertes qu'on a fait sur les autres. Voilà. Et puis c'est vérifié historiquement dans tous les fonds. Voilà. Il y a la pépite, et c'est souvent nous on l'a sur un fonds, sur un de nos fonds, sur un fonds, on a une société qui rattrape tout le reste et qui fait le multiple du fonds. Voilà. Et c'est là qu'on est différent, Geneviève, parce que sur mon modèle, le modèle du financement bancaire, l'innovation, comme nous ne cherchons pas à faire de culbute ou à rembourser nos parts d'actionnaires, nous, l'essentiel, c'est que les entreprises soient en vie, en fait. Et nous, statistiquement, on a à peu près 85% des entreprises à 5 ans qui sont en vie, en fait. Et le modèle, et qui ne sont pas forcément des entreprises qui seront des grosses entreprises, mais des entreprises qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros de résultats, des fonds propres, de la trésor. Pour nous, ces entreprises, on en revient au débat du début, ce sont des pépites en termes de fonctionnement bancaire. Et selon le schéma qu'on a, alors je ne sais pas si on le gardera au montage, mais selon le schéma qu'on a évoqué, mon directeur général ne m'aurait jamais laissé les coups des franges si j'avais entendu tes statistiques. Mes statistiques à moi, c'est 85% à 5 ans, ce qui veut dire que j'ai moins de problèmes à financer une start-up accompagnée dans un écosystème en B2B avec toute une grille de questions et des outils que de financer un restaurant au centre-ville de Nîmes ou de Montpellier. Et ça, il faut aussi le dire. C'est-à-dire que entreprendre, ce n'est pas forcément un échec. Et des fois, on sort d'un projet de start-up, on sort comme dans une entreprise dite traditionnelle, à 1 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui convient bien un peu à tout le monde, en fait. Donc, il ne faut pas être aussi triste, enfin... Ah, mais je ne suis pas triste, mais voilà, c'est un ratio. Oui. Quand tu finances de l'amorçage, tu as 40% de taux d'échec, quoi, qui sont des liquidations ou des cessions à la casse, quoi. Hein.
Mais dans les 5 ans, elles pourront pas être remboursées. Oui, oui, c'est le pari que nous faisons. Alors que nous, dans les 5 ans, au bout de 5 ans, c'est là qu'il faut qu'on puisse sortir. Voilà. Oui, 7 ans, non? C'est 7 ans. 7 ans. Après, ça dépend. On a plusieurs structures, nous. Donc, la SCR, elle peut attendre. Je vous dis, j'ai un dossier, là, je vais en sortir au bout de 18 ans. Donc, ça dépend des fonds, ça. Donc, la SCR, oui, elle n'est pas limitée. Dites-vous bien que facteur clé de succès ou raison d'un échec, c'est la même chose. C'est juste que la trésorerie, on a mis dans le titre le mot anticiper. Si vous l'anticipez, vous avez des facteurs clés de succès. Si vous ne l'anticipez pas, vous avez des facteurs clés d'échec. Et la trésorerie, c'est la cause numéro 1 d'explosion des startups, d'échec des startups. Et le deuxième facteur, c'est l'humain. Ce sont les associés. Moi, plus que la trésorerie, je dirais la non-rencontre de son marché. Oui. On a des startups où on part sur de très très bonnes idées et qui restent des très bonnes idées, sauf qu'on est parti trop tôt. Voilà, et on a tous pensé que c'était une très bonne idée, sauf qu'on l'a fait trop tôt. Le marché n'était pas mature pour ça. Et on se rend compte que ces idées-là, 10 ans après, on revoit des dossiers, on se dit mais ça, on a déjà tenté. Alors, il faut être un peu courageux. On se dit on l'a tenté, ça a été un échec. Oui, mais peut-être qu'il y a 10 ans le marché n'était pas là. Aujourd'hui, le marché il est là. Et c'est ça que les entrepreneurs un peu innovants, ils ont toujours tendance à avoir un cran d'avance. Le marché est toujours un cran en retard. Et nous, il faut qu'on arrive toujours à faire un peu la synthèse là-dedans et se dire est-ce qu'on est sur le bon time to market, est-ce qu'on est au bon moment. Voilà. Et des fois, parfois, on se trompe, quoi. Les 40%, ce ne sont pas que des mauvaises idées, ce n'est pas que des mauvais entrepreneurs. C'est, on n'a pas trouvé son marché. Bon, du coup, pas de chiffre d'affaires, business plan, ce que disait Alain. Business plan pas atteint, trésorerie en difficulté, quoi. C'est la mauvaise chaîne. Mais la trésorerie, c'est un peu comme dans une maladie, c'est la fièvre, en fait. On a la fièvre, on a des problèmes de trésorerie. Par contre, la maladie, on ne sait pas d'où elle vient. C'est effectivement le projet, c'est effectivement le chef d'entreprise qui a pas réussi à pivoter, qui s'est pas fait accompagner, qui s'est obstiné. C'est la problématique des ingénieurs qui délivrent beaucoup de produits qui sont trop techniques, trop compliqués, qui vont pas au marché, ou qui sont faits que pour une sphère. Donc, le problème de trésorerie, il existe. Il est souvent, c'est la fièvre dans la maladie. Vous avez de la fièvre, mais c'est pas la cause de la maladie. C'est autre chose. Et c'est en ce sens-là qu'il faut regarder où se trouve le problème dans l'entreprise. Oui, vous intervenez tous les deux à partir de la phase où on passe d'une phase tech, développement produit, à une phase d'action commerciale. En revanche, au niveau d'un investisseur de type business angel qui intervient en amont, l'investisseur business angel, il est encore, quand le produit n'est pas forcément fini, le TRL, Technology Readiness Level, qu'on regarde. C'est encore un mot anglais, désolé, mais c'est celui qui est utilisé. Et l'investisseur, il doit avoir ce sentiment de est-ce que le marché va être là, le fit to market, est-ce que ça va se produire ou pas. Et donc, le business angel, c'est celui qui prend le plus de risques. En même temps, c'est celui qui compte le plus sur les hommes, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Non, et puis aussi, il y a une notion qu'on n'a pas évoquée, qui fait la valeur d'un projet, c'est le problème de la barrière à l'entrée. Geneviève disait aussi, il ne faut pas être trop tôt sur son marché ou trop tard, mais on peut avoir une bonne idée qu'on amène avec de petits moyens, et finalement, on crée un marché, et c'est dangereux, et c'est dangereux parce qu'il peut y avoir peu de barrières à l'entrée, et ça peut ruiner le projet. Donc il y a aussi cette notion à avoir, mais avec ça, il peut y avoir aussi on en a une tous les deux en tête, où c'est un projet innovant, sans barrière à l'entrée, mais la start-up va réussir parce qu'elle est mobile, elle est dynamique, elle sait s'organiser, elle aura des coûts plus compétitifs qu'un mastodonte qui s'entrait là-dedans, qui a des coûts de structure énormes. Le monde de la nouvelle entreprise est compliqué, c'est vrai. Alors, il y a un mot, je veux dire que je suis toujours dans la même veine, et tout ça, finalement, ça se traduit par la foi, quoi. Il faut que l'entrepreneur ait la foi dans son projet, il faut que les investisseurs au départ aient la foi dans l'entrepreneur, et après, entraîner, effectivement, on déroule le bilan, enfin, du haut de bilan vers le bas de bilan, et qu'effectivement, que le banquier aussi, à la fin, aussi, suive. Alors, ça nous amène un petit peu vers les business models, ce que je vous propose peut-être comme thématique maintenant, c'est-à-dire qu'on a des business models où, effectivement, il n'y a pas de barrière à l'entrée. La clé, c'est d'occuper le terrain. Et Frédéric disait, dans ce cas-là, on est d'accord pour financer des pertes. Mais il y a d'autres business models. Si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas d'accord pour financer des pertes. Oui, mettons le B2C. Le B2C, voilà, c'est un secteur sur lequel nous, banquiers, nous avons des difficultés parce que c'est des secteurs le B2C est un segment d'entreprise qui
est très très gourmand en matière de capital. C'est-à-dire conquérir une communauté, payer des influenceurs, créer un marché, etc. Et c'est un marché qui est très très compliqué pour nous. Et statistiquement, on l'a constaté, puisque moi, depuis 5-6 ans, tous les dossiers qui étaient en B2C, pas tous, mais une grosse partie, se sont cassés la figure. Donc du coup, c'est de manière empirique, on se dit, voilà, on fait du B2B. On peut conseiller aux gens qui font du B2C de transférer, de pivoter sur du B2B2C, c'est-à-dire de trouver des modèles un peu alternatifs de manière à générer une croissance de chiffre d'affaires un peu plus sécurisée, un peu plus visible et finançable et par la banque et par les fonds. Après, oui. Après, pour en revenir au modèle de business ou au moins au produit, moi, pour ma part, ce que j'aime bien quand je vois un projet, c'est que, et ce que j'ai un peu irrigué au niveau de l'agence innovation, c'est que les chargés d'affaires qui accompagnent les projets doivent comprendre les projets. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des projets qui soient explicables par les porteurs de projets, des choses qui soient compréhensibles par ceux qui vont les financer. Et ça aussi, c'est une vraie prouesse dans la techno, par les clients, par nous qui allons les financer, une vraie prouesse de l'intelligence personnelle du chef d'entreprise ou des porteurs de projets, de rendre simple des choses qui sont des fois très compliquées. Et des fois, rien que le premier pitch sur le produit et qui vous explique très complexe, qui vous en met plein la vue, des fois ça me... Alors moi je confirme ce qu'a dit Frédéric et même je le prouve par une expérience que j'ai bouffé 1,5 million d'euros dans un projet il y a une quinzaine d'années et je ne connaissais pas Frédéric. Et c'est très difficile, je m'en suis rendu compte après coup, quand dans le B2C, il y a le problème de la marque. Et un entrepreneur qui a un projet et qui a sa marque, il s'identifie tellement à sa marque, il rêve de sa marque, et vouloir démarrer une entreprise en disant « je vais faire de la concurrence à L'Oréal », et je suis retombé dans ce piège. L'entreprise n'a pas déposé le bilan, mais on a bouffé 1,5 million. Et on l'a fait pivoter. Et on l'a dit, non, maintenant, le B2C, c'est une catastrophe. Il faut faire de la techno. Il faut faire du B2B pour vendre son originalité. Mais surtout, il ne faut pas tomber dans le travers qu'une petite entreprise puisse, toute seule, ça coûte une fortune. Notre panier moyen était en vente chez les commerçants de 2 000 euros. Et on débouchait le champagne chaque fois qu'une commerciale à Reims avait placé une commande de 1 000 euros. Sans se rendre compte qu'en frais commerciaux, tout ça, on bouffe la grenouille très facilement. Donc effectivement, je crois que pour les startups, le B2B et le B2B2C est quand même Enfin, pour moi, maintenant, quand je regarde un dossier, je fais très, très attention à ça. Parce que les frais commerciaux, là aussi, on brûle un cash, mais qui est terrible. Oui, et il vaut mieux payer un intermédiaire en variable, dont c'est le métier, qui a déjà un réseau, plutôt que d'aller directement sur des marchés atomisés. Vous n'avez pas 150 commerciaux à disposition si vous démarrez une start-up. Vous n'en aurez pas 1500 très très rapidement. Et Geneviève, est-ce que tu peux confirmer que dans la valorisation d'une entreprise, quand une entreprise a trouvé 10 bons prescripteurs qui lui ramènent du chiffre automatiquement, je vous fais rêver, tu valorises ça? Oui, ça fait partie des choses qu'on valorise. Le trend de chiffre d'affaires, le récurrent, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Le récurrent, c'est quelque chose qui se valorise très très bien aujourd'hui. On verra. On a vu avec la crise du Covid que le récurrent n'était pas forcément toujours très très récurrent, mais d'une manière générale, on arrive à faire des valorisations assez importantes, entre 7 et 10 fois le chiffre d'affaires récurrent annuel. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se valorise mieux. Pour rebondir, nous c'est pareil, on n'a pas de vocation à financer des projets B2C. Vous l'avez dit, le commercial et surtout le marketing. On ne sait pas, on a des dossiers, ils nous arrivent, on va mettre 1 million, 2 millions de marketing. Est-ce que c'est suffisant, insuffisant? On n'a aucun métrique, nous on considère qu'on n'a pas de track record là-dedans et on est incapable de savoir si avec 2, 3 millions on va faire une marque qui va fonctionner. C'est très compliqué. Voilà, donc on est attaché à des modèles où on a quand même beaucoup de récurrents. Nous, on a 2 parties d'activité, une partie plutôt numérique, une partie plutôt biotech et numérique et transition écologique, j'allais dire, où bon, c'est pas tout à fait pareil, mais on a des modèles avec des chiffres d'affaires. Puis la partie biotech, où là, on n'a pas de chiffre d'affaires, on finance de l'amorçage, on finance du projet. Voilà, donc on a un peu ces 2 modèles qui font que on sait valoriser certaines choses différentes, mais c'est
toujours dans un but de vendre jamais en direct à des clients finaux. Tu as aussi des axes, alors je pense peut-être vous avez tous des axes préférentiels d'investissement. Nous, on est généraliste, on a quand même beaucoup de numérique, mais parce que c'est une tradition locale. Je voulais pas revenir aux plantes, mais parler de durable. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui se lance, il a toujours, je crois, en lui, l'envie d'améliorer le monde, un petit peu comme le colibri, un petit peu. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est une lame de fond que vous constatez, c'est quelque chose à laquelle vous donnez, c'est une chose à laquelle vous donnez de la valeur, le fait qu'on soit for good, pour le bien essayer d'améliorer quelque chose? Pas vraiment. Aujourd'hui, on étudie tous les dossiers, tous les projets. Si on doit faire un retour sur des secteurs qui sont un peu plus compliqués, même en B2B, il est à noter, mettons, que tout ce qui est la food, notamment, tout ce qui est lié à l'agro, etc., c'est des secteurs qui sont très difficiles parce que là, ça peut être en B2B, mais le B, c'est souvent la GMS, c'est soit la grande distribution, et là, les négociations, les positionnements produits sont hyper compliqués, et on peut avoir des entreprises qui ont des produits tout à fait intéressants, avec des process sympas, une marque sympa, mais rencontrer des difficultés. Alors souvent, elles se font racheter par des plus gros ou réorganiser, mais les échecs, souvent, sur l'agro et sur la food, c'est un secteur que j'adore, mais pour lequel, effectivement, je rencontre des difficultés. Ça fait 3 fois qu'on parle de posture concurrentielle. C'est-à-dire, vous êtes petit face à un gros, on a parlé de L'Oréal. Là, on passe de quelqu'un d'inexpérimenté face à la GMS. La position concurrentielle de la start-up qui se lance ou qui grandit, est-ce que pour vous, c'est un facteur clé dans vos choix d'investissement ou dans vos choix de financement? Pour moi, c'est fondamental. D'avoir une différenciation forte, c'est important. Sinon, forcément, on n'a plus à... Alors, créer un marché, c'est pas facile non plus. Il vaut mieux être toujours second. Je crois que c'est Bertrand Naoum qui dit ça. Il vaut mieux être parfois le second à faire un produit que le premier parce qu'on tire... partie des erreurs du premier. Nonobstant, si vous allez dans un marché très très encombré avec des petits moyens, c'est très très difficile de s'en sortir. Donc, il faut quand même des éléments différenciants. Mais c'est une évidence quand on finance de l'innovation. Oui, et puis il y avoir aussi de très vieux marchés qui acceptent des nouvelles idées. Moi, ce qui me frappe, c'est le vélo. Il n'y a pas plus traditionnel et plus vieux que ce sont les Peugeot qui ont inventé le vélo en 1850. Mais il y a encore des startups, effectivement, avec succès, qui se lancent dans le vélo. Donc l'innovation et la startup, elle n'est pas forcément aussi sur des produits et sur des marchés qui n'existaient pas il y a 10 ans. On peut être startup, avoir une très bonne idée sur un marché qui a déjà fait ses preuves de demande depuis des décennies. On est sur deux notions. Là, il y a la posture concurrentielle, c'est-à-dire est-ce que je suis petit face à un énorme gros qui possède tout le marché et je dois affronter un des GAFAM ou des Baidu, ou est-ce que je suis sur un marché de plein de petits où ça va être dur de faire ma place, et on est aussi sur la caractérisation de l'innovation. Parce qu'il y a certains secteurs, je vais prendre le tourisme, comme par hasard, où l'innovation est moins tech et disruptive que l'innovation d'usage. Sauf peut-être la data, qui est peut-être la seule innovation. Comment vous caractérisez l'innovation? Plus on est différenciant, plus il faut éduquer le consommateur final. Et ça c'est compliqué. Moins on est différenciant, plus il faudra de l'argent pour conquérir un marché. Ouais. Donc la voie, elle se trouve au milieu. Elle se trouve au milieu entre ces schémas. Et nous, quand on étudie les dossiers, on fait attention à ne pas avoir des marchés trop différenciants parce qu'ils peuvent être trop jeunes, trop en amont, etc. Et s'ils sont trop en aval, d'avoir besoin de beaucoup d'argent pour conquérir une place dans ce marché. Voilà. Et donc la vérité, elle est au milieu, là, entre tout ça. Le numéro 1, c'est beaucoup de sensibilisation, d'évangélisation, qui ne rapporte pas d'argent, qui est difficilement monétisable et qui peut tuer une start-up. Et après, quand on c'est ce qu'on appelle océan rouge, océan bleu. Océan rouge, on est au milieu de plein d'autres comme soi et ça coûte cher. Donc là aussi, les investisseurs qui arrivent avant les banques et avant les fonds font attention à cette posture concurrentielle et à cette caractérisation de l'innovation. Oui,
Mais pour conclure un petit peu sur l'innovation, ce qui fait pas rêver en fait, enfin pour ma part, et je pense que c'est aussi peut-être moins pour Geneviève, mais pour ma part qui suis qu'un banquier et qui demande à être remboursé rapidement, c'est l'innovation disruptive, c'est-à-dire l'innovation qui va amener vraiment des nouveautés, mais dont on ne connaît pas le temps d'adoption du marché. Et dans ce sens-là, nous sommes plus traditionnels, nous cherchons à rentabiliser plus rapidement et à monétiser plus rapidement les modèles de revenus en fait. Même si je suis très intéressé par ce qui est nouveau, mais quelque part... Oui, moi je voudrais rajouter aussi un élément de conjoncture pour les startups et les nouveaux, c'est aujourd'hui, qui est très favorable, c'est le coût de l'argent. Donc a priori aussi les TRI devraient baisser, les taux de rendement devraient intellectuellement dans la tête des gens baisser. Et aujourd'hui, il y a quand même une phase, on vit quand même depuis maintenant une dizaine d'années, une période de taux bas qui est extraordinaire et qui comme doit favoriser aussi Non, Monsieur Panchina, quand on rentre, on voit arriver des porteurs de projets qui demandent de l'argent, ils nous demandent jamais le taux d'intérêt. Parce que ça soit 1, 1,5 ou 2, voire 3, c'est pas la question. La question, c'est d'avoir du cash. 3%, ça sert à rien. Les obligations convertibles aujourd'hui de la région sont à 5%. Le TRI de IRDI, enfin je sais pas, il faudrait qu'il... L'innovation et le TRI attendu, ils baissent pas parce que nos souscripteurs, je vais vous les présenter, ils nous demandent toujours le même TRI. Toujours entre 12 et 15%. Hein. Moi sur l'innovation, alors après, on est en TRI attendu. Quand on fait un dossier, c'est qu'on se dit qu'on a une perspective de faire un TRI entre 25 et 40%. Mais je vous ai dit qu'il y en a 40% qui meurent. Donc, c'est 40% sur 40% d'un qu'on pense, voilà. Donc, on a des TRI moyens qui ne sont absolument pas à ce niveau-là. Mais vous avez toujours des souscripteurs qui vous demandent des rendements assez importants, quoi. Au-delà des TRI bancaires. Mais la question, c'est pas le coût de l'argent, c'est d'avoir de l'argent. Oui. Et aujourd'hui, il y a de l'argent, ce que disait ce matin. Non, mais du point de vue de l'investisseur, le fait qu'il y ait un environnement de taux bas favorise quand même les levées de fonds. Moi, j'ai cet exemple qu'on a vu dans les journaux il y a quelques jours de cette entreprise Montpellier-Rennes qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires et qui vient de lever 17 millions. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est fascinant. 300 000 euros de chiffre d'affaires, 17 millions de levées auprès d'investisseurs. Et ben, si ces 17 millions ont été trouvés, c'est parce que, effectivement, l'entreprise est hyper intéressante, mais c'est aussi qu'à côté, ces 17 millions n'ont pas des emplois et des rémunérations sur le marché importantes. Ça, c'est un facteur favorisant qui est quand même terrible. Côté investisseur, c'est vrai. C'est vrai que les investisseurs, aujourd'hui, cherchent la rentabilité dans leurs investissements en haut de bilan, c'est clair. Par contre, nos porteurs de projets, le taux d'intérêt, peu importe, 2-3%, il n'y a pas de discussion, ils veulent du cash. Merci. Très bien. J'espère que l'objectif a été atteint, c'est-à-dire qu'on a réussi tous à créer de la valeur pour vous et à vous apporter des choses intéressantes. On va peut-être conclure cette interview capsule par, si vous le voulez bien, peut-être s'il y avait un conseil, une recommandation, une chose que vous voudriez dire aux startups, quelle serait-elle ? Pour ma part, en un seul mot, c'est de se faire accompagner. C'est dans la grille d'octroi de financement et d'accompagnement des startups au niveau national. Le premier critère, c'est faites-vous accompagner par un incubateur ou un accélérateur agréé par nos soins, de manière à ce que vous ne soyez pas seul, que vous ayez les bons outils dont vous bénéficierez du réseau et de l'ensemble de la connexion à l'écosystème de manière à porter votre projet. Donc l'accompagnement, il est primordial. Et deuxième petit conseil, c'est de dire, pour ma part, si vous vous adressez à un banquier, adressez-vous à un banquier spécialisé parce que vous risquez d'avoir des soucis après, quand vous allez déposer votre dossier de financement, que vous n'aurez pas de rentabilité, le chargé d'affaires n'osera pas déposer le dossier sur le bureau de son directeur. Et donc du coup, faites-vous accompagner, mais pour la banque, c'est pareil, choisissez un intervenant spécialisé. Moi, je voudrais ajouter de ne pas se focaliser sur une grosse levée de fonds tout de suite. Je pense qu'il est important de franchir des étapes et que chaque étape a son
sa source de financement, qui n'est pas forcément que de la levée de fonds. Hein. Il y a beaucoup de fonds non dilutifs, donc il faut vraiment les utiliser au maximum. Ne créez pas l'entreprise trop tôt non plus, parce qu'il y a des aides à anté-création qui sont à capter. Et donc, avant d'aller voir les gros investisseurs, dites-vous, il faut que j'ai des choses dans les mains, il faut que j'ai franchi des étapes, sinon vous allez perdre du temps. Et de la valeur, parce que plus vous attendez, si votre entreprise progresse bien, plus elle a de la valeur et plus vous pourrez lever en lâchant le moins de capital possible. C'est une petite règle de 3. Alain, vous voudriez ajouter quelque chose? Se résume en un seul mot, c'est la lucidité. Il faut que l'entrepreneur, dès le début, soit lucide. Certes, il est habité par la passion. On dit que souvent, la passion aveugle. Mais là, en l'espèce, il faut que ça aveugle le moins possible et faire confiance aussi. Et faire confiance, c'est plus facile de faire confiance à des organismes tels que les nôtres, des accélérateurs qui ont pignon sur rue, qui connaissent les choses, et de ne pas se laisser embarquer à l'aveugle. Un grand merci à vous pour le partage de compétences, d'expertise, de retour d'expérience. Et je vous dis à la prochaine interview capsule. Au revoir. Au revoir. On espère sincèrement, à vous qui nous regardez, vous avoir apporté des informations intéressantes et utiles. Si vous voulez en savoir plus, on vous donne rendez-vous sur notre site opentourismelab.com ou sur le prochain interview capsule. À très bientôt.